Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Héritage et Vision, le podcast d'Africa Business School qu'on a conçu pour inspirer nos étudiants, mais bien au-delà de nos étudiants, tous ceux qui aiment aller chercher dans les racines de nos belles histoires de quoi déployer ses ailes vers la modernité. Et s'il y a bien un récit qui nous inspire en la matière, c'est celui des entreprises qui sont un peu devenues le patrimoine national de ce pays et qui ont pourtant rencontré sur leur chemin nombre de défis, qui ont su déjouer nombre de plans du destin et qui ont réussi aujourd'hui à nous impressionner. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec lequel on va rentrer un petit peu dans l'épopée de son entreprise. Il s'agit de Othman Benkiran. Bonjour Othman. Bonjour. Donc le PDG de Kitea. Kitea, tout le monde connaît, n'est-ce pas? C'est une véritable révolution dans le monde de l'ameublement qui dure maintenant depuis quelques décennies. On va y revenir puisque c'est une entreprise qui a vu le jour au milieu des années 90 sous la houlette de votre père, Amin Benkiran. Et que l'idée derrière Kitea, c'était d'offrir une alternative au salon traditionnel finalement. Et quelques années plus tard, on se retrouve avec cette entreprise qui est devenue le leader ici du marché de l'ameublement. Comme à l'habitude, dans ce podcast, ce qui va nous intéresser, c'est la trajectoire, la passion derrière cette idée, ce déclic de l'entrepreneuriat qui fut celui de votre père, mais aussi ce qu'il en est de la continuation, ceux qui suivent, ceux qui reprennent les rênes, et c'est votre cas. Et c'est cela qui nous intéresse. La tâche est loin d'être simple pour les successeurs, comme on dit, mais en même temps, vous avez eu la gentillesse, la bienveillance de venir tout dire sans phare à nos étudiants et à ceux qui nous écoutent et on vous en remercie. Alors, puisqu'on a décidé d'être sans phare, on s'est proposé, cher Othman, de commencer par interroger les étudiants de l'UM6P, justement, aussi les enseignants d'ailleurs, dans une espèce de micro-trottoir dans lequel on leur demande ce qu'ils savent de Kitea et ce qu'ils en retiennent. Est-ce que vous voulez l'écouter ? Écoutez avec plaisir. Alors, on regarde ça et puis on y revient. Kitea. 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 Nickel. I remember I was 5 or 6. I was living in Aschi at the time and it just opened. It was this big new thing where like everyone was going to see the new things that they were bringing. Donc naturellement, la première marque marocaine de meubles à laquelle je pense, ça serait Kitea. Je pense que c'est une marque qui est très présente dans plusieurs villes au Maroc. Et c'est une marque, un magasin dans lequel je pense que la plupart des Marocains sont déjà partis au moins une fois dans leur vie. Pour moi, c'est Kitea. Je me rappelle, je pense surtout au magasin, au grand magasin là, sur la route, la rocade de Rabat, vers Tanger. Première marque de mobilier au Maroc, Kitea. Le premier article que j'ai acheté chez Kitea, c'était un beau tableau que j'ai toujours dans mon petit salon, qu'on a choisi moi et ma femme, il y a à peu près 5 ans. And I remember it was my cousin who bought a desk and a little wardrobe. And it was so exciting putting it all together. And that was the first thing we bought. So I really remember it distinctly. Alors, mon premier achat chez Kitea, il me semble que j'avais 10-11 ans. Et en fait, mes parents avaient décidé de refaire ma chambre pour avoir une chambre de pré-ado qui correspondait plus à mon âge. Et on est partis tous ensemble à Kitea en famille pour choisir un peu les nouveaux meubles que j'avais. Et donc, j'ai eu droit à un grand lit de place, le bureau assorti, la commode. Et je me rappelle, j'étais sortie du magasin toute fière parce que du coup, j'avais une grande chambre de grande fille. Quand j'étais petit, mon père avait acheté un bureau chez Kitea, donc pour y mettre l'ordinateur qu'il avait à la maison. Moi, j'étais tout content, j'étais tout petit. Je me mettais à sa place pour travailler sur l'ordinateur, c'était sympa. For me, it was a desk as well. I think I was around the age of 6, 7. And it was my first desk for my first ever room in my house. Chez nous, dans la famille, on a souvent ces Kitea, mais le premier meuble que j'ai acheté personnellement, c'était un support de lit. Je venais de partir vers Marrakech et donc c'est le premier grand achat que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai toujours. I would say where Moroccanness meets modernity. Enfin, si je devais donner un slogan à Kitea, je dirais là où on fait les bons plans. Un slogan... Ah, j'ai un truc. Bien chez soi, bien en soi. Make your furniture Moroccan again. On y trouve tout à tous les budgets.
Kitea, tout est là. Othman, c'est émouvant d'entendre ça, non? On se rend compte à quel point la marque est entrée dans le quotidien des gens. Écoutez, déjà, merci pour votre invitation. Je suis très fier d'être ici. Je suis très heureux de pouvoir échanger quelque part avec vous de cette histoire qui est celle de Kitea. C'est franchement super. On est fiers quelque part de participer à un moment, on va dire, à la vie de nos clients qui viennent de plus en plus nombreux dans nos magasins découvrir nos collections. Mais oui, c'est super. Ces étudiants donc, qui ont entre 20 et 25 ans ont tous quelque part, on va dire, un souvenir de Kitea, une première fois dans un magasin. Et c'est souvent pour acheter leur premier bureau, leur première chambre à coucher avec leurs parents. C'est une décision importante pour eux. Et oui, on en est fiers parce que c'est quelque chose qu'on continue à faire année après année, faire en sorte que ce qu'on appelle chez nous la back to school soit un moment privilégié. C'est une campagne à part, c'est un moment où forcément on essaie de nous focaliser sur cette jeunesse pour pouvoir leur offrir ce qu'il y a de meilleur. Et c'est beaucoup de nos talents aujourd'hui qui rentrent travailler donc, chez Kitea lors de nombreux entretiens que j'ai pu faire passer moi-même. Quand je leur pose cette question, mais pourquoi Kitea, pourquoi vouloir travailler avec nous, j'ai souvent cette réponse. Ah, mais je me souviens du moment où je suis rentré avec mes parents, où j'ai acheté mon bureau. Je faisais mes devoirs sur une table ronde, la table à manger familiale, où il y avait du bruit, où j'étais pas forcément tranquille. Et quand j'ai reçu mon bureau, j'en étais fier. Et donc forcément, ça rentre quelque part dans le subconscient de tout un chacun. Moi y compris, mon premier bureau, je m'en souviens. Et j'en étais d'ailleurs ravi. Et donc oui, forcément, ça fait partie, on va dire, de ce que Kitea est aujourd'hui. Et on en est très fiers. Et quelque part, ça nous pousse à vouloir continuer à avancer. Avant de parler de continuer et d'avancer, revenons quand même un peu aux origines. Est-ce que vos souvenirs à vous du moment de la création sont aussi précis que ceux des gens qui se rappellent leur premier bureau ? Écoutez, moi, je l'ai vécu un peu différemment. Je suis né là-dedans. J'ai baigné dans ce monde. Amin Benkiran, président fondateur. Je me souviens de ses premiers magasins. Quel âge vous aviez lorsqu'il a fondé la marque a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Elle a été créée en 1993, donc je devais avoir 4-5 ans à l'époque. Mais c'était un projet familial quelque part, parce que je voyais cet homme rentrer tard le soir et qui était très ouvert aux questions à l'époque. Donc il m'emmenait avec lui au travail. Je me souviens, j'ai un souvenir qui est juste exceptionnel. C'est son premier camion qu'il avait acheté. Il était venu me récupérer avec ce camion. On avait fait le tour de Casablanca. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que c'était plus qu'un travail, mais que c'était quelque part une volonté de vouloir créer quelque chose de différent. Et depuis ce jour-là, je me suis promis au fond de moi-même, sans forcément en parler à grand monde, je me suis promis que j'allais un jour aussi pouvoir contribuer à l'histoire de cette marque, à la fois au Maroc et aujourd'hui donc à l'international. Donc lui, la fibre d'entrepreneur, lui vient comme ça un beau jour. Il était salarié auparavant. Qu'est-ce qui lui donne l'idée d'être à son propre compte ? Alors c'était un constat simple, mais quelque part assez pertinent à l'époque. Amin Benkiran avait donc gradué. Il a eu son bachelor et son master au Canada, à Montréal, où il avait passé beaucoup d'années là-bas. Et en rentrant au Maroc, il a travaillé pour un grand groupe immobilier de la place à Marrakech. Et il s'était rendu compte que c'était difficile pour les acheteurs de ces appartements et maisons de pouvoir trouver un mobilier qui puisse leur correspondre avec facilité et aussi rapidité, comme on pouvait le retrouver, on va dire, en dehors du Maroc, dans des pays occidentaux à l'époque. Lui-même, le jour où il a acheté son premier appartement, a eu beaucoup de mal, on va dire, à pouvoir le meubler. Et il s'est rendu compte, au final, qu'il y avait un besoin énorme en termes d'ameublement, de l'ameublement moderne, design, avec un service rapide de livraison. Et c'est de là où est née quelque part l'idée de Kitea. Il a donc quitté son travail, alors qu'il avait une position très confortable de directeur général à l'époque, et il s'est donc lancé, on va dire, dans un tour du monde pour aller voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Il a commencé donc à contacter des fournisseurs, des usines, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, avec pas grand-chose en poche en vérité. Et certains de ces fournisseurs avec lesquels il est toujours en contact aujourd'hui, c'est devenu des amis proches, on va dire à la famille, lui ont fait confiance et ont commencé à croire en son projet. Il a ouvert son premier magasin donc en 1993 à Casablanca, sur la route d'El Jadida. C'est un magasin qui existe toujours aujourd'hui, que nous comptons un jour, et dans un avenir très proche, rendre en musée, parce que c'est aussi, on va dire, pour rendre honneur à cette belle entreprise.
Et ce magasin, dès le premier jour, a été un succès monstrueux. Il a reçu, enfin dans ses souvenirs en tout cas, il en parle avec beaucoup d'émotion, il a reçu beaucoup de monde et tout le monde a très vite adhéré, on va dire, au concept. Et c'est ce qui l'a poussé donc à croire dans ce business model et à développer en faisant de nouveaux magasins jusqu'à arriver, on va dire, au concept de Kitea géant. On en parlera, j'en suis sûr, tout à l'heure, mais oui, c'est une belle histoire qui a commencé par une simple idée, une simple définition de besoin, disons. En tout cas, ce que j'entends dans votre récit, c'est qu'il devait être tellement passionné qu'il vous a passé cette fibre-là très tôt, parce que vous ne semblez pas vous être posé beaucoup de questions avant de rejoindre vous-même l'entreprise. Alors, vous savez, moi, j'ai un parcours pas atypique, mais disons que j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études aux États-Unis. Et par la suite, j'ai fait un master en France, un autre en Australie. Entre-temps, j'ai travaillé en Chine. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et en 2014, j'ai reçu l'opportunité de pouvoir avoir un super poste à Singapour, on va dire le poste rêvé pour un jeune de 25 ans qui avait envie de continuer sa vie, on va dire, à l'étranger, en dehors du Maroc. Et j'étais rentré cet été 2014 au Maroc pour pouvoir passer un peu de temps en famille. Je revenais d'Australie, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et j'ai passé un peu de temps dans le bureau de Amin Benkiran, donc mon père à cette époque-là. Et je me suis rendu compte que c'était le moment pour moi de rentrer. Je ne sais pas, c'est compliqué de pouvoir le définir en soi, mais j'ai senti qu'il fallait que je puisse moi aussi, au bout d'un moment, apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, j'ai envoyé un mail. Donc, c'est pas lui qui vous l'a demandé avec insistance, c'est venu de vous? En vrai, non. C'est une discussion que j'ai eue avec lui. Il m'a dit, tu veux te lancer? Je l'ai regardé, je lui ai fait, allez. Et donc, j'ai envoyé un mail donc, à cette grande entreprise de Singapour en leur disant que je n'allais pas être en mesure de pouvoir les rejoindre. Et 3 jours plus tard, dans un petit KGB, et je vous assure que c'est vrai, à côté de son bureau, j'ai tout enlevé, j'ai aménagé un petit bureau, et ça a été mon premier bureau chez Kitea, à l'époque dans le magasin de Bouskoura, le Kitea géant de Bouskoura. Et j'en garde des souvenirs extraordinaires, parce que c'est de là où, quelque part, mon histoire chez Kitea a démarré. Et vous avez commencé par vous occuper donc des achats, hein, c'est ça? Alors pour tous ceux qui veulent comprendre le métier, pour tous ceux qui veulent réussir dans ce secteur d'activité, il faut démarrer par le principal, qui est donc le produit. Et donc effectivement, j'ai donc démarré ma carrière au sein de cette entreprise par m'occuper des achats. Je n'étais pas directeur des achats, je n'en avais pas la volonté à l'époque, c'était pas ça qui m'intéressait, mais c'était de pouvoir comprendre un peu la dynamique qu'il y avait de l'autre côté du miroir. On connaît tous, tous ceux qui ont pu rentrer dans un magasin Kitea voient un petit peu comment est-ce que les catégories fonctionnent, les différents univers produits, mais je voulais voir comment ça se passait de l'autre côté. Et je suis tombé amoureux de ce métier à partir du moment où j'ai rencontré des fournisseurs de par le monde. Je me souviens que ça a été, on va dire, un petit peu exténuant, mais on ne le sentait pas vraiment parce qu'il fallait voyager tous les 3 jours, aller en Chine, aller en Malaisie, aller au Vietnam, aller en Pologne. Enfin, on a parcouru toute l'Europe pour aller dénicher de nouveaux fournisseurs en leur faisant comprendre que le but n'était pas de cannibaliser leurs clients en Europe ou en Amérique du Nord, mais de pouvoir leur offrir un nouveau marché. Et on a donc, avec une équipe formidable, dont certains sont toujours avec nous aujourd'hui, restructuré l'intégralité de ce département et quelque part mis en place une belle histoire avec ces fournisseurs de par le monde aujourd'hui qui continuent à croire en nous et à développer donc, nos magasins, que ce soit au Maroc, mais aussi un petit peu à l'étranger. Je reviens un petit peu en arrière parce que ce qui nous intéresse toujours dans ce podcast, c'est vraiment la notion de transmission. Le fait que vos études, donc aux États-Unis, en France, en Australie, aient porté sur les questions de business et d'entreprise, signifiait-il que dès le départ, vous vouliez un petit peu vous glisser dans les pas de votre père ou c'est simplement une appétence? Pour vous répondre franchement, c'était quelque part une évidence à mon niveau. J'étais forcément attiré par le métier parce que j'ai grandi dedans, mais j'ai toujours eu en moi quelque part une fibre entrepreneuriale avec la volonté de faire développer les choses, de voir les choses avancer. C'est ce qui me procure le plus de plaisir aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouveaux magasins, de pouvoir embaucher, on va dire, de nouvelles personnes sur de nouveaux départements, de pouvoir construire quelque chose qui puisse durer à la fois pour l'entreprise, mais pour toutes les personnes qui y participent, pour tout l'écosystème qu'il y a autour. J'ai cette passion et elle est profondément ancrée en moi et c'est, je pense, pour tous ceux qui me côtoient au quotidien, une évidence que de pouvoir justement suivre ce parcours, cette autoroute qui est en face de nous, enfin qui est devant nous et pour laquelle on met tous beaucoup d'efforts au quotidien.
Donc oui, c'est une évidence, mais aussi à la fois, on va dire, quelque chose en moi qui m'a donné l'envie de démarrer. 2014, l'épisode que vous racontiez quand vous revenez, donc ça correspond à peu près à la période où, je crois, Ikea décide de s'installer au Maroc, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que ça constitue un vrai défi pour Kitea à ce moment-là, puisque une concurrence un peu mondiale s'invite dans ce champ. Je précise simplement pour nos auditeurs, alors nos étudiants le savent parce qu'on regarde souvent ce case study-là, mais c'est une aventure assez extraordinaire qui a fait l'objet, y compris d'un case study de la Harvard Business School. Donc c'est assez impressionnant. Vous nous raconterez comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que l'école vous appelle en vous disant ça nous a tellement intéressé la façon dont vous avez réagi qu'on en fait un cas? Mais en tout cas, donc, pour revenir un peu sur cet épisode qui va nous faire rentrer dans les stratégies de Kitea, alors que depuis des années, vous étiez plutôt en croissance positive, vous voilà confronté cette année-là, je crois que c'est en 2013 ou 2014, à l'arrivée donc d'IKEA comme concurrent géant. Quelle est votre réaction? Quels souvenirs vous en avez et comment vous agissez avec votre père? Ça a été, je pense, pour nous à l'époque, avec beaucoup de recul aujourd'hui, on peut le dire, une énorme chance. Une énorme chance parce qu'il fallait tout réinventer. On a été confrontés, un peu comme tout le monde, en fait. On a ouvert le journal un jour et on a vu que les Suédois arrivaient. Tout le monde, mais vraiment, je m'en souviens, tout le monde nous donnait perdant. Les banques arrêtaient de nous prêter de l'argent, les assurances crédits ont réduit leurs enveloppes. Oui. Et donc, on a beaucoup réfléchi en réalité, mais ça n'a fait qu'augmenter cette détermination à aller de l'avant. Pas pour prouver aux autres qu'on avait raison et qu'eux avaient tort. Non, c'est parce qu'on croyait vraiment dans notre business model. On croyait profondément dans notre entreprise et dans notre capacité de pouvoir sortir, on va dire, de ce cercle qui était celui de certains qui pensaient qu'on allait forcément échouer. Donc, ça a été, même à mon niveau, on va dire une chance, parce que je suis venu avec des idées et j'ai vite fait comprendre à tous les gens qui étaient autour de nous qu'il fallait forcément sortir de cette image de numéro 1, parce qu'on venait souvent nous dire « Ah, vous êtes les numéro 1 de l'ameublement au Maroc ». Mais pour moi, ça ne voulait absolument rien dire, ça ne signifiait absolument rien. Je parlais avec d'anciens collaborateurs qui se disaient « C'est bon, on a travaillé pendant 20 ans, on n'a plus forcément l'envie d'avancer, on est numéro 1, on le restera ». Je leur disais « Mais non ». À l'époque, je me souviens, je leur disais « Si on ne se réinvente pas, si on n'est pas là à essayer de disturb un peu le marché, on n'y arrivera pas ». Et donc, on a pris des décisions qui étaient dures à l'époque, mais qui étaient et lourdes de sens, mais qui ont été terriblement efficaces, parce que quelque part, l'année de leur ouverture, on a fait 17% de croissance. Et elles ne sont pas venues de nulle part, ces 17% de croissance. Ce double digit number que je garde encore en tête aujourd'hui, ça a prouvé que l'équipe dirigeante, mais aussi l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise, se sont dit un jour, allez, comment on fait les choses différemment? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on peut montrer au monde entier qu'on est les meilleurs et qu'on restera les meilleurs? Et il y a une phrase qui restera gravée dans la tête de beaucoup de nos collaborateurs chez Kitea. C'est une phrase que Amin Benkiran a sortie. On était donc en plein team building avec l'ensemble de nos employés, de nos collaborateurs, que ce soit en front ou en back-office. Et il leur a dit, imaginez-vous un instant, dans 10 ans, quand vous allez ouvrir un journal. Est-ce que vous voulez voir Kitea a fermé son dernier magasin et les Suédois ont remporté donc cette bataille-là, ou vous voulez voir dans le journal, est-ce que Kitea a ouvert son 5e, son 6e pays à l'étranger? Bah écoutez, l'avenir se joue maintenant. Donc c'est à nous de prouver justement qu'on en est capable. Et franchement, depuis ce jour-là, il y a une dynamique qui s'est créée dans cette entreprise. On le ressent dans l'ADN et dans la culture de nos collaborateurs aujourd'hui, qui est une forme de détermination à toujours vouloir aller de l'avant. C'est pas facile tous les jours. On a besoin forcément de se réinventer parce que ce sont des cycles très courts. Mais quelque part, on sait où on va. On sait d'où on vient, mais on sait où on va. Et on a véritablement on est persuadé que les 10, 15, 20 prochaines années seront quelque part, on va dire, là où démarrera cette success story. On parle souvent de success story. Je leur dis non, ok, très bien, d'accord. Les 20, 30 dernières années ont été incroyables. Mais je pense que les 10, 15, 20 prochaines années le seront encore d'autant plus. Et ça nous remplit la détermination est là et on en a envie. Mais ce que dit cette histoire surtout, c'est quelle que soit la success story, la grande vulnérabilité à la concurrence internationale en fait aussi. Parce que j'imagine que la question se pose à nouveau pour vous tous les jours. Comment est-ce qu'on reste compétitif dans cet univers si ouvert?
vous savez, les gens, nous, ce qui nous intéressait, c'était que les gens puissent être en mesure de pouvoir comparer. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait de mieux, par exemple? Qu'est-ce que vous avez donné à voir de mieux chez Kitea? Je vais vous dire, le jour de leur ouverture, on était au téléphone avec l'ensemble des directeurs magasins, notamment ceux de Casablanca et Rabat, et on leur posait la question, est-ce qu'il y a du monde? On disait non, il n'y a personne. Donc, quelque part, ça nous a... Je pense que la seule fois où j'ai été pris, pas de peur, mais d'hésitation, c'était le matin de leur première ouverture. Et à midi, je commence à recevoir des coups de téléphone. Ah, mais on reçoit du monde. Ah, non, mais on reçoit encore plus. Ah, le magasin est rempli de monde. Et donc, je me suis rendu dans le magasin Le Kitea Jean de Bouskoura et j'ai commencé à poser la question directement à ces clients-là. Pourquoi? Ils m'ont dit, écoutez, on est allé voir, c'est sympathique, mais c'est vous, c'est mieux. Et pourquoi c'est mieux? Parce que les produits sont plus adaptés, parce qu'on répond à des attentes qui sont propres à ceux des Marocains, parce que nos services à nous, que ce soit la livraison ou le montage, étaient gratuits, parce qu'on était capable de pouvoir leur donner une diversité de produits qu'on ne retrouve pas forcément chez les Suédois. Et c'est ce qui a fait, on va dire, quelque part, c'est ce qui a donné sens à notre travail. Et on a compris ce jour-là qu'on était capable de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et pourquoi pas un jour les dépasser? On n'a pas l'ambition d'aller ouvrir en Europe, mais on a l'ambition de continuer à être nous-mêmes et de nous développer et avec les forces qu'on a et de continuer à capitaliser sur ce savoir-faire qui est le nôtre depuis plus de 30 ans. Et qui est d'ailleurs reconnu, puisque finalement, ça fait plusieurs années, je crois, que vous recevez le prix du meilleur service client. Donc, ça doit correspondre à quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que l'expérience client, pour vous, c'est ce qui importe le plus? Elle est au cœur de notre préoccupation au quotidien. On a un super département expérience client sur lequel on investit beaucoup, en vérité, que ce soit en hommes, en technologie et en temps. Le client est au centre de notre préoccupation au quotidien. Du moment où il rentre dans le magasin jusqu'au jour où il se fait livrer sa marchandise, on a besoin et on est quelque part dans l'obligation de le satisfaire. Pas juste parce qu'il est venu acheter chez nous, mais parce qu'on se doit de représenter cette marque-là de la meilleure des manières. Et ça, je pense que tous nos collaborateurs aujourd'hui le comprennent et comprennent cette responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules au quotidien. Et être élu service client de l'année, c'est forcément une fierté. On l'a été pour 4 années consécutives, j'espère 5 cette année, 5 ans consécutifs. Une plus grande fierté, c'est que l'année dernière, on a reçu la meilleure note, toutes catégories confondues au Maroc. Donc au-delà de celle des banques et des assurances, qui a quelque part été, on va dire, une vraie consécration à notre niveau, parce qu'on a été élu service client de chez élu service client. Et oui, c'est forcément ce qui nous fait vivre au quotidien. Et on le répète à tous nos collaborateurs. On est là que pour satisfaire le client, que ce soit sur le choix des produits qu'ils vont trouver en magasin ou sur le site internet, mais aussi jusqu'au jour où on débarrassera les cartons après avoir livré nos produits avec un grand sourire pour pouvoir le montrer à cette clientèle-là qu'ils ont eu raison de pouvoir nous choisir. D'où l'idée d'ailleurs des grands magasins de 4e génération, c'est que le client puisse voir le plus possible de choses. Alors, l'idée des Kitea Jean, c'était de pouvoir proposer un véritable one-stop shop. C'est 9 univers produits. On vend du salon, du living, de la chambre à coucher, du matelas, du mobilier d'extérieur, du mobilier professionnel aussi, donc meubles de bureau et de la décoration. On avait véritablement envie de pousser le concept le plus loin possible et de permettre, on va dire, à tout un chacun de pouvoir trouver tout ce dont il a besoin pour sa maison, mais aussi pour son bureau chez nous. On a des sourceurs qui parcourent le monde entier, enfin tous les jours en vérité, pour pouvoir justement dénicher les dernières tendances au meilleur prix et de les proposer, à nos clients. Et il faisait sens quelque part de pouvoir ouvrir de gros magasins afin de pouvoir élargir ses collections, élargir ses catégories et d'être en mesure de pouvoir satisfaire un plus grand nombre quelque part. Donc oui, les Kitea géants ont été, on va dire, véritablement ce qui a permis à cette enseigne-là de pouvoir se conforter comme étant leader au Maroc. Et ce sont donc devenus des magasins de destination parce qu'on le retrouve dans les périphéries de toutes les grandes villes du royaume à l'heure actuelle. Et ce sont des magasins qui continuent à avoir de gros succès et qui représentent la grande majorité de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Il faut rappeler, on parle de 9 000 m², 10 000 m². Alors, le concept a véritablement évolué. On est parti de la première génération de magasins qu'on avait ouvert à Marrakech jusqu'à aujourd'hui la 4e génération de magasins qui sont parmi, je tiens à le dire, parmi les plus beaux magasins de meubles au monde. On est vraiment une référence aujourd'hui mondiale où il y a beaucoup d'acteurs qui viennent nous visiter pour s'inspirer un petit peu des modèles que nous avons développés. Nos plus grands magasins aujourd'hui font entre 10 et 12 000 m². Ah oui.
Donc ce sont des gros magasins, mais qui offrent, on va dire, une certaine forme de plaisir à l'expérience client sur le chemin du client. Le parcours client est très agréable chez nous. On n'est pas là avec l'ambition de les faire perdre, comme vous pourrez le retrouver dans d'autres enseignes. On a véritablement envie de leur offrir un bon moment. La grande majorité, on va dire, de notre chiffre d'affaires se fait en vendredi, samedi, dimanche. Ce sont des grosses journées pour nous. Et les gens viennent avec leurs enfants, viennent en famille, passent un bon moment. Et qu'ils achètent ou non, au final, quand on les retrouve à l'extérieur, ils nous disent, écoutez, on a passé un très bon moment et on reviendra. Et c'est aussi ce qui nous fait quelque part plaisir, c'est de pouvoir justement sentir que ces gens-là ont passé un bon moment dans nos magasins et qu'ils auront certainement l'envie de revenir plus tard. Et en moyenne, vous êtes capable de dire combien de temps ils passent ? Oui, on a des caméras à l'entrée et à la sortie et on est en train de mettre en place, on va dire, un système avec de l'intelligence artificielle nous permettant de véritablement comprendre le temps passé dans chaque section et d'identifier, on va dire, le comportement du client. C'est quelque chose qui est important pour nous, pour notre marketing. Pour, encore une fois, mieux servir nos clients et être en mesure de plus leur faciliter la vie, c'est ça. Je reviens à l'histoire de la Harvard Business School et de son cas, parce que je le disais, c'est quand même assez rare et honnêtement, j'en connais pas beaucoup d'entreprises qui ont fait l'objet d'une telle étude. Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes contacté pour vous demander votre autorisation ou est-ce qu'on le fait de toute façon ? Parce que malgré tout, ça manie des données que vous n'auriez peut-être pas envie de livrer à la concurrence. Donc Écoutez, ça s'est fait en 2 étapes. Ouais. La première étape a été ils nous ont contactés dans le cadre de ce qu'ils appellent les field programmes. C'est d'envoyer des MBA, des étudiants en MBA chez eux dans des pays que eux considèrent en voie de développement. Donc en Inde, au Maroc et dans certains pays d'Asie. Et on a été une des premières entreprises sélectionnées dans cette cohorte marocaine. L'expérience était juste exceptionnelle. On a reçu une quinzaine d'étudiants d'Harvard, donc d'Harvard Business School. On a passé pratiquement 3 mois avec eux, donc 15 jours sur place au Maroc, à parler d'une problématique, parce qu'ils voulaient une problématique précise, donc on leur a donné à l'époque. C'était quoi ? Vous vous en souvenez ? Alors la première, je crois, comment accompagner le développement du salon marocain dans nos magasins. Ok. Oui, et la deuxième, enfin on en a fait 7 entre-temps pour vous dire. Et l'expérience a été tellement enrichissante à la fois de leur côté mais aussi du nôtre qu'on a été élu meilleure cohorte monde. Donc c'est là où ils nous ont dit, écoutez, on n'a pas l'habitude d'en refaire un deuxième, donc ils en ont refait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et là on en est à 7 je crois. Et ce qui constitue en soi, je pense, un record, même à la HBS, du nombre de fields faits avec une entreprise. Au bout d'un moment, on leur a dit, écoutez, je pense qu'on on a fait le tour. Et au bout de la troisième cohorte, du troisième field avec nous, donc c'était 3 années consécutives, on a reçu l'appel d'une personne extraordinaire, le professeur Ramon, que certains, je pense, connaissent au Maroc aujourd'hui, qui est un des plus grands professeurs d'Harvard, qui nous a appelés en nous disant, écoutez, votre cas est intéressant, j'aimerais venir vous voir. Très bien, parfait. Donc, il nous appelle 3 mois après en nous disant, écoutez, je viens au Maroc la semaine prochaine, prenons un café. Donc, il vient dans nos locaux et on commence à discuter. Et la discussion qui devait durer 20 minutes a duré finalement 4 heures. Et il y a eu une forme d'entente, symbiose naturelle entre lui et nous qui a fait qu'au final, on s'est dit, pourquoi pas ? Allez, faisons un business case. Et ça a été un moment extraordinaire, ça a été un moment d'introspection, forcément, parce que c'était 3 ans après l'arrivée des Suédois. C'était ce qui l'intéressait vraiment, de comprendre comment nous, entreprises marocaines, avions réagi, quels étaient, on va dire, les outils que nous avions mis en place pour être en mesure de pouvoir continuer à nous développer. Et être compétitif. Et continuer à être compétitif quelque part. Et ça s'est fait assez naturellement. Et ce n'est pas 1, mais 2 business cases qui ont été faits avec la Harvard Business School, qui aujourd'hui sont disponibles en ligne pour tous ceux qui sont intéressés à les voir. Et on en est quelque part ravis, parce que c'est vrai que ce n'est pas toute entreprise qui a la chance de pouvoir se retrouver face à des gens qui ont beaucoup d'humilité, mais qui ont une vraie vision, on va dire, de la vie et du métier de l'entreprise, en réalité. Oui, et puis une profondeur qui leur permet de comparer avec extraordinaire. Beaucoup. Parce que j'imagine que la question que les enseignants en question et les chercheurs se posaient à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'en misant sur le local, on peut être suffisamment solide face à la concurrence internationale. Je vais vous dire, ce professeur et d'autres étudiants
m'ont dit une phrase qui, je pense, restera gravée en moi toute ma vie. À la fin donc, du field, parce que du 3e field avec Harvard, le professeur Hammond et 2-3 autres étudiants, enfin 2-3 étudiants de la Harvard Business School, dont un avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, qui est un esprit extraordinaire, m'a dit Othman, tu ne te rends pas compte, tu as un diamant brut entre les mains. Et ce diamant, s'il est correctement taillé, pourrait véritablement briller et prendre, on va dire, toute sa splendeur et toute sa place à la fois au Maroc, mais aussi sur le continent africain, parce qu'à l'époque, le but, c'était de pouvoir nous développer en Afrique. Et c'est vrai que ça a tilté dans ma tête en me disant mais oui, c'est peut-être pas visible au quotidien pour tous ceux qui nous voient nous développer, mais on est en train de construire quelque chose de différent. On est en train d'apporter, on va dire, un plus à nos consommateurs. Et la plus grande fierté qu'on peut avoir aujourd'hui au sein de cette entreprise, c'est de pouvoir véritablement construire l'histoire du retail au Maroc. Et je le répète beaucoup à mes collaborateurs, à mes directeurs, quand on fait des codires et qu'on se réunit pratiquement chaque semaine, je leur dis, mais écoutez, la chance qu'on a dans cette entreprise, c'est qu'on ne reçoit pas des guidelines de l'étranger comme des franchises pourraient en recevoir. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Non, on les construit, ces guidelines, aujourd'hui chez nous. Et on est très agile dans cette capacité de pouvoir nous dire, OK, très bien, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de verticalité, on travaille vraiment en horizontalité. C'est ce qui plaît, je pense, aujourd'hui dans notre... chez Kitea, c'est véritablement être décisionnaire quelque part. On est tous décisionnaires au bout d'un moment et on est tous capables de pouvoir apporter, on va dire, une valeur ajoutée, une idée qui pourrait facilement être implémentée dans notre quotidien pour, encore une fois, servir nos clients et améliorer on va dire, le day-to-day dans cette entreprise. On parlait de label tout à l'heure, on a été élu Best Place to Work, meilleur employeur au Maroc en 2023 et 2024. C'est pour moi peut-être la plus belle des consécrations, parce qu'on a toujours voulu chez Kitea, et je continue justement à promouvoir cette idée de pouvoir accueillir des talents, que ce soit des talents marocains ou des talents étrangers, que ce soit des talents marocains du Maroc ou des Marocains de l'étranger. Et on en reçoit de plus en plus qui véritablement ont envie de participer à cette belle histoire et qui ont envie d'apporter cette pierre à l'édifice, on va dire, qui est véritable. Donc, encore une fois, je le redis, moi, je suis vraiment, on va dire, dans cette période de ma vie où j'ai ce plaisir de pouvoir être entouré de plus en plus de gens talentueux qui m'aident à construire le futur de cette entreprise et donc aujourd'hui de ce groupe, quelque part. C'est amusant parce que je me faisais la réflexion quand vous faites plus que vos 36 ans. Vous avez une espèce de maturité sur tout cela qui est assez surprenante. Écoutez, je ne suis ni jeune ni vieux aujourd'hui. Je suis vraiment, on va dire, dans ce milieu qui fait que... On m'a dit 27 ans la semaine dernière. Je suis très content. Ah oui, non, mais ce n'était pas une remarque physique. C'était simplement sur votre propos. On sent une certaine distance, un certain recul. Vous diriez que tout ça vous a fait grandir plus vite, peut-être ? Je me remets en question au quotidien. Enfin, si on doit me parler un petit peu de moi aujourd'hui, c'est que j'ai... je ne sais pas si c'est bien ou pas, finalement, parce que ça prend beaucoup d'énergie dans son... Mais je me remets en question le matin par rapport à ce que j'avais fait la veille. Et je me remets en question le soir en me disant est-ce que les actions que j'ai prises sont les bonnes ? Est-ce que ce que j'ai dit va participer à l'évolution de cette entreprise ? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions ? Et j'ai aucun problème à me dire non, finalement non, et de revenir, on va dire, sur mes propos. Il n'y a vraiment pas de question d'ego dans cette... Il y a qui autour de la table de votre prise de décision ? Vous savez, ce qui est magique dans le retail, c'est que c'est un monde. C'est vraiment 360. Je peux parler marketing un matin, parler logistique l'après-midi, parler foncier développement le soir. Supply chain. On a supply chain qui fait partie, on va dire, de ce qu'on fait au quotidien, parce que on a une centrale de distribution aujourd'hui qui fait plus de 45 000 m², qui est la plus grande au Maroc, 65 000 positions palettes avec un WMS qui est complètement intégré et automatisé. Donc on a été les premiers au Maroc, on a été élu meilleur projet logistique d'Afrique, je pense, en 2022 ou en 2023. C'est quelque chose d'assez... C'est beaucoup de prix. C'est pas des consécrations en vérité, c'est juste l'aboutissement d'une idée en réalité qui aujourd'hui nous permet de continuer à nous développer. Donc ça fait du sens quelque part de pouvoir le dire, parce que c'est le travail acharné de gens dans chacun de ces pôles aujourd'hui qui vraiment nous rassure, on va dire, dans cette idée de vouloir construire un groupe leader sur le secteur du meuble et de la décoration. Et dans toutes les dimensions, si je comprends bien. Sur toutes les dimensions, sur tous les positionnements. Donc vos prises de décision, elles se font avec des gens issus de ces différentes dimensions, c'est ce que vous vouliez dire. Exact. Et on a des codires, on a des copiles avec
tous ces hommes et femmes en réalité qui sont décisionnaires, qui sont quelque part, qui ont leurs propres responsabilités, chacun dans son métier. Et on passe beaucoup de temps ensemble. On le dit souvent, Kitea est une famille. C'est une grande famille aujourd'hui qui continue à grandir. Et il n'y a pas moi qui le dis. Allez dans n'importe quel magasin, ils vous parleront d'une cette identité familiale qui est la nôtre. Pas tant par rapport aux actionnaires, mais plus par rapport à la façon de vivre et au quotidien de ces gens-là. J'étais encore hier avec certains de nos collaborateurs commerciaux avec qui on a déjeuné. Et ce sentiment d'appartenance qu'on peut retrouver chez nous est assez unique et on en est très fiers et on veut le cultiver. Et tout le défi sera de faire en sorte qu'on puisse garder cette culture d'entreprise, cet ADN qui est la nôtre, et de la développer demain dans d'autres pays. Donc oui, des prises de décision multiples avec notre direction RH, avec notre direction financière, avec notre direction marketing, par business unit. On a des directions groupes, on a des directions filiales, mais on est tous main dans la main à essayer de trouver des solutions. Et quel est le rôle que joue aujourd'hui Amin Benkiran ? Est-ce qu'il vous a complètement laissé les rênes ? Est-ce que... Amin Benkiran est une personne avec peut-être la plus grande intelligence émotionnelle que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est quelqu'un qui est très empathique, qui veut du bien à tous et qui est encore aujourd'hui, non pas dans les prises de décision, mais il fait partie de la vie active de cette entreprise. Il reste informé, il n'est plus dans l'opérationnel au quotidien, mais il reste profondément ancré à la stratégie que l'entreprise est en train de prendre. Moi, aujourd'hui, c'est une personne avec qui j'aime discuter parce qu'on n'est souvent pas d'accord, mais la force qu'on a, pourquoi je considère qu'on est un duo gagnant, lui et moi, aujourd'hui, c'est parce que même si on peut avoir, on va dire, une vision différente d'une problématique, à la fin, on arrive toujours à se mettre d'accord et on n'est pas là à se prouver l'un l'autre qui a raison. Quand il était encore, on va dire, dans l'opération quotidienne de l'entreprise et que j'étais dans les achats, par exemple, au démarrage, il ne m'a jamais, quelque part, forcé à prendre une décision où il n'avait jamais essayé de me guider, on va dire, quelque part. Il m'a toujours donné la possibilité de pouvoir exprimer mes idées, de pouvoir les déployer. Ça m'est arrivé de me tromper, il m'en a jamais voulu. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je suis très fier, quelque part, d'avoir eu la chance de passer ces premières années avec lui, parce que j'ai compris qu'au final, c'est pas tant le fait d'avoir raison ou d'avoir tort, mais c'est le fait d'avancer ensemble pour aller plus loin qui m'a appris. Donc oui, il est toujours là, il est toujours avec nous, il gère la partie foncière aujourd'hui de l'activité du groupe. Il reste avec nous lors des conseils d'administration, lors des décisions importantes, mais plus comme un conseiller qui, au final, n'a pas forcément le dernier mot, parce que c'est le nôtre, on prend notre responsabilité sur les actions que nous mettons en place, mais qui est là pour nous guider quelque part, vu son expérience et vu sa capacité à comprendre comment le marché évolue. Et fondamentalement, ce que vous êtes en train de faire correspond à ce qu'il avait en tête initialement, c'est-à-dire notamment l'expansion donc, sur un plan géographique et sur le continent africain, par exemple. Vous allez peut-être nous en dire un mot, ça ? On est profondément patriotique, on aime notre pays et on est quelque part véritablement... on voit que la trajectoire que le Maroc a pris est la bonne. Et on essaie, nous, à notre petite échelle, de pouvoir justement accompagner cette trajectoire. Et la trajectoire était naturellement de se rendre en Afrique. Aujourd'hui, il y a des autoroutes qui ont été mises en place entre le Maroc et l'Afrique, au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau de la diplomatie. Et il était donc quelque part naturel pour nous de démarrer avec l'Afrique. Donc on a démarré sous forme de franchise en Guinée équatoriale, en République démocratique du Congo. Ce sont des magasins qui ont connu de vrais succès. Et au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas lancer nos propres magasins à nous. Et on a donc longuement essayé de voir quel pays allait être le premier pays où Kitea allait s'installer en propre. Et avec l'aide de nos partenaires financiers, le fonds d'investissement Stana, qui est une venture entre la famille Oppenheimer en Afrique du Sud et le fonds souverain singapourien Temasek, le choix s'est orienté vers le Ghana, où nous avons ouvert notre premier magasin en 2022, fin 2022 je pense. Magasin de 12 000 mètres carrés sur 3 niveaux. Et ça nous a appris véritablement à comprendre comment l'expansion de Kitea sera amenée à être dans le futur. On a fait de bonnes choses, on en a fait de moins bonnes, mais on a beaucoup appris et aujourd'hui on pense du moins qu'on est capable de pouvoir développer d'autres pays. C'est ce que nous faisons. Nous allons ouvrir en Côte d'Ivoire très prochainement. Et quand vous faites cela, est-ce que, parce que à propos de la concurrence d'IKEA tout à l'heure, on disait que ce qui a fait votre force, c'est d'être plus adapté à la demande et à la consommation locale marocaine.
Du coup, est-ce que les meubles que vous vendez en Afrique subsaharienne sont un peu différents de ce que vous vendez ici pour s'adapter à la consommation ? Alors, Kitea a une ADN. Et donc, on essaie de faire en sorte que cette ADN puisse rester la même dans tous les pays dans lesquels nous allons. Après, on a 30% de notre collection qui forcément a changé au niveau du Ghana et sera amené à changer dans tous les pays dans lesquels nous serons amenés à nous développer. Donc, il y a un corps solide qui est le nôtre. Parce que Kitea aujourd'hui, c'est pas juste une marque, mais c'est véritablement, on va dire, un design qui est ancré. Quand nos clients rentrent dans nos magasins, ils reconnaissent nos produits. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, on veut garder, on va dire, cet ADN au niveau du mobilier, au niveau du design, au niveau de la fonctionnalité de nos produits, au niveau de nos prix. Et bien évidemment, être amené à pouvoir aussi être agile, donc adapter une partie de nos collections pour des marchés spécifiques. Ça, c'est quelque part essentiel dans notre milieu à nous, dans notre secteur d'activité, de pouvoir aussi comprendre comment les gens autour de nous vivent. Et donc, dans tous les pays où nous nous installons, nous faisons beaucoup d'études. Nous allons chez les gens, nous les interrogeons, nous essayons de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins. Et à partir de là, on essaie au maximum de pouvoir s'adapter à leurs attentes. Et le Ghana, qui a été donc notre première expérience à l'international, a été quelque part couronné de succès. On est content, on fait nos budgets, on fait de la croissance et on ouvre l'année prochaine un deuxième magasin, donc toujours au Ghana. 12 000 mètres carrés à nouveau ? Non, plus petit, ça va être un magasin city, ça va être un magasin de proximité pour le coup, pour être plus proche d'une clientèle différente, plus urbaine, plus jeune aussi, qui n'a plus forcément l'envie d'aller passer 2-3 heures dans un magasin et qui a envie de pouvoir trouver des produits d'utilité rapidement, sans forcément passer trop de temps dans un magasin. On l'a compris, ça aussi. Et on a démarré par le Maroc, on a ouvert des magasins de proximité qu'on appelle les Kitea City, et qui eux aussi fonctionnent très bien, qui sont adressés à une population différente. Et c'est un concept qu'on sera amené aussi à développer dans tous les pays dans lesquels nous serons amenés à nous rendre. D'ailleurs, en parlant de clientèle différente, l'une des choses que vous avez faites ces dernières années aussi, c'est diversifier ici, puisque j'ai vu que vous étiez désormais en partenariat avec La Roche-Beaubois. Alors, oui, c'est deux choses différentes. Kitea, qui était initialement une entreprise, est devenu un groupe. C'est ça plutôt. Voilà. Et ce groupe-là, aujourd'hui, tend à pouvoir développer de nouvelles marques, mais aussi accueillir, on va dire, des marques internationales qui ont des positionnements très, très tranchés, qui ont, on va dire, connu une réussite aussi dans le monde entier. On a ouvert deux nouvelles enseignes aussi à notre niveau. Kitea Kitchen, qui est une business unit à part entière, qui est spécialisée dans le monde de la cuisine et de l'électroménager, qui connaît aussi un beau succès, plus de 6 magasins au Maroc, un à l'international aujourd'hui, on compte en développer d'autres. Mais aussi, on s'est rendu compte, quelque part, qu'on était capable, à la fois de par notre expérience, que ce soit dans le milieu du retail, mais aussi dans le milieu de la logistique, de pouvoir proposer autre chose. Et de là est venue l'idée donc, de racheter la master franchise Roche-Beaubois, qui était déjà initialement installée au Maroc. Et ça a été ça continue à être une expérience extraordinaire, une aventure humaine incroyable, parce que c'est une réussite aujourd'hui. On a quadruplé le chiffre d'affaires depuis le rachat, depuis 5 ans. On a ouvert le flagship Roche-Beaubois Monde à Casablanca, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs magasins Roche-Beaubois en termes de volume dans le monde entier. Donc on côtoie Paris, on côtoie Genève, on côtoie Los Angeles, on côtoie New York en termes de volume. Et le magasin qu'on a ouvert l'année dernière à Casablanca aujourd'hui est véritablement considéré comme étant un flagship. On a pris le concept Roche-Beaubois et on a essayé aussi de l'améliorer de par notre expérience à nous. Et on a fait un échange vraiment. On a appris comment nous, on vient forcément du mass market. On est rentré dans le premium, dans le luxe. Et donc, on a apporté les codes du mass market dans le luxe et des codes du luxe dans le mass market. Et forcément, la symbiose a pris assez naturellement. Et on en est ravis parce que on a une équipe aujourd'hui Roche-Beaubois qui est juste formidable au Maroc, qui continue à grandir, qui continue à se développer. Nos clients sont ravis. Et ça nous a donc poussé à penser, ça nous a donc poussé aussi à se dire, écoutez, si on est capable de faire du luxe, si on est capable de faire du mass market, on va rentrer dans d'autres positionnements, dans d'autres lifestyles. Et dans d'autres pays aussi, du coup. Et dans d'autres pays. Mais pour revenir, aujourd'hui, on a 9 marques au niveau du groupe. Des marques dans le meuble, des marques dans la logistique, des marques dans la distribution. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Et nous voulons véritablement, dans 10 ans, peut-être avoir une vingtaine de marques master franchisées ou créées par nous, qu'on sera amené à pouvoir développer, aller de bloc en bloc, de pays en pays, avec toute l'infrastructure back-office qu'il y a derrière. Ça fait du sens, du moins dans nos têtes aujourd'hui. Et la fierté qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui internationales qui réussissent,
qui se développent très bien, qui font appel à nous en nous disant on a envie de rentrer sur le territoire africain, on a envie de rentrer au Maroc, mais on ne le fera pas sans vous. Et quand on leur pose la question, le pourquoi, ils nous disent écoutez, c'est parce que vous êtes transparent, c'est parce qu'on sait comment vous travaillez, on sait votre capacité à pouvoir nous accompagner dans notre développement, et on sait que vous êtes suffisamment structuré pour ne pas perdre de temps le jour où on décidera de signer ensemble. Et quelque part, ça fait du sens dans notre tête depuis longtemps, et aujourd'hui, le fait que ça puisse faire aussi... que ça puisse faire du sens dans la tête de ces grandes entreprises-là à l'international est véritablement, on va dire, une source de fierté. On a signé il y a 2 ans avec Ashley Furniture, qui est la plus grande enseigne de mobilier aux États-Unis. On a ouvert un magasin au Maroc, on a ouvert au Ghana. Le Ghana fonctionne très très bien et on continuera à développer avec eux. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, le groupe Kitea aujourd'hui est en train de se développer sur différentes enseignes. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez pas trop qu'on utilise le terme de success story, même si pourtant c'en est une, success story au sujet de l'entreprise. Alors, plongeons un petit peu quand même dans les moments où ça a dérapé, ça a trébuché. Il y a forcément eu en 30 ans un accident de parcours ou quelque chose que vous regrettez ? Alors, tout à l'heure, on parlait d'agilité. Et je pense que c'est ce qui caractérise au mieux le système de management qu'on a au sein de ce groupe. C'est de la possibilité de pouvoir faire des erreurs. C'est quelque chose qui est important chez nous et on se dit, tant qu'on avance, même si on fait des erreurs, si on est capable de pouvoir revenir sur ces erreurs-là pour apprendre et évoluer et avancer, ça ne nous dérange pas. Franchement, des erreurs, on en fait tous les jours en vérité. Et Dieu merci, parce que si on ne les faisait pas, on ne serait pas capable d'avancer. Mais à la fin, ce qui caractérise le plus ces erreurs-là, c'est la rigueur qu'on peut avoir derrière pour essayer de les corriger le plus rapidement possible, mais aussi de donner la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir apporter quelque part une partie de la réponse. Et c'est ce qui m'importe en réalité. C'est pas forcément qu'une réponse vienne d'en haut et qui sera forcément au bout d'un moment mal compris quelque part au niveau des jalons de l'ensemble des jalons qu'on peut avoir dans cette entreprise. Mais c'est surtout d'être capable de pouvoir la corriger et la comprendre. Des crises, on en a eu dans cette entreprise. Et on en a eu des très grosses. On parlait de 2013-2014. On disait que le Maroc allait mal, que l'économie n'allait pas forcément bien. Et forcément, nous, on l'a vécu aussi quelque part au sein de cette entreprise. Et je l'ai vécu, moi, en rentrant dans cette entreprise. J'ai vécu une crise. Finalement, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas une crise externe, mais c'était une crise interne au sein de Kitea. Et ça m'a permis de pouvoir quelque part gagner en crédibilité vis-à-vis de moi-même, pas tant vis-à-vis de nos collaborateurs, parce que la crédibilité vient plus tard. C'était plus une prise de conscience personnelle, de me dire qu'il fallait restructurer rapidement, fallait redonner, on va dire, une forme de dynamique nouvelle à cette entreprise. Et ça a été quelque part une réussite parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin 10 ans après. Et aller tous les 3-4 ans, vous savez, une entreprise, moi, je la caractérise par des stages, par des niveaux. On passe du niveau 3 au niveau 4. Et quand on arrive au niveau 4, on a d'autres problèmes qui arrivent. Et du niveau 4 au niveau 5, on en a aussi d'autres qui arrivent. Et donc cette capacité de pouvoir justement accueillir ces problèmes-là et essayer de trouver des solutions qui parfois ne sont pas forcément les meilleures, mais au moins de continuer à avancer, de garder une certaine forme de rigueur et de ne pas forcément tanguer d'un côté à un autre, mais garder justement le cap qui est le nôtre a été le plus important. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, le pouvoir d'achat baisse. Donc forcément, le meuble et la décoration ne sont pas forcément des produits de première nécessité. Donc on essaie d'innover, on essaie de changer notre façon de voir les choses au sein de nos magasins pour pouvoir quelque part donner envie à nos clients de continuer à acheter du meuble. En 2021, juste après le Covid, ça a été une explosion. Tout le monde s'était rendu compte qu'il manquait quelque chose chez soi. Donc nous, une des plus belles décisions qu'on a prises, qui aurait pu être une erreur fatale, c'était de continuer à commander, de remplir nos dépôts, de remplir nos stocks de marchandises, parce qu'on avait l'intime conviction qu'une fois que les frontières allaient réouvrir, une fois que cette crise-là était derrière nous, la crise du Covid, on allait être en mesure de pouvoir réaccueillir nos clients. Et je pense qu'un des meilleurs choix qu'on a pu faire chez Kitea a été de continuer justement à faire des commandes chez nos fournisseurs, chez nos partenaires, de continuer à remplir les lignes de production. Et ils nous remercient encore aujourd'hui parce que beaucoup de grands retailers, pas que marocains, mais dans le monde entier, ont arrêté, les ont mis quelque part
face à des problématiques qu'ils n'avaient pas eux-mêmes à devoir gérer. Et nous, non, on a continué à commander, on a rempli nos stocks. Et en 2021, quand les choses sont redevenues un petit peu normales, disons que ça a été une explosion au niveau du chiffre et de la croissance. Et on était capable de pouvoir justement donner la possibilité à nos clients de pouvoir commander et de recevoir leurs produits 2 jours après. C'est une des forces de Kitea, c'est de croire dans l'avenir, de croire dans l'avenir du groupe, de l'entreprise, mais aussi du royaume, et de notre capacité à continuer à nous développer et à innover, parce qu'au final, le client, si on est bon, il continuera à revenir chez nous. Et si on est moins bon et qu'on s'assoit un petit peu sur nos lauriers, forcément, il y a d'autres acteurs qui vont venir, qui vont disrupt le marché et qui vont quelque part forcément nous devancer. On essaye toujours d'être là à réfléchir à ce qu'on peut faire par la suite, et on se donne la chance dans cette entreprise de pouvoir pas rêver, mais réfléchir, de benchmarker, de faire le tour du monde, de voir ce qui se fait ailleurs. Et si c'est applicable dans les pays dans lesquels nous opérons à l'heure actuelle, nous le faisons. Mais quand je parle de possible pari, disons, pas gagnant, par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de parier sur un fournisseur et de vous rendre compte que vous avez eu tort, ou sur un produit et de constater qu'il était complètement inadapté au marché local Et par exemple, si cette question du produit qui serait inadapté, pourquoi un produit s'avère inadapté ? Alors, il y a différents facteurs en vérité. Ça nous est déjà arrivé de miser sur des unités de besoin qui, au final, ne correspondaient pas, on va dire, aux attentes du consommateur marocain, si on ne parle que du Maroc. J'en ai 2-3 en tête, mais vous savez, les étudiants tout à l'heure le disaient, quand ils pensent à Kitea, ils pensent à une enseigne moderne, design, et donc on est dans l'obligation d'apporter du design, d'apporter de la nouveauté, d'apporter et du beau, de l'esthétique. Et d'apporter de l'esthétique au final, c'est ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à nos clients de pouvoir sortir, on va dire, du modèle traditionnel pour s'ouvrir au monde. Il y a une phrase que je n'oublierai jamais, c'est un slogan qu'on a utilisé avec l'ouverture des Kitea Géants, c'est « Le Maroc change, Kitea aussi ». Et c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, c'est de se dire qu'on a la chance de voir un pays qui est en train de s'ouvrir sur le monde, et que les habitudes de consommation des Marocains ont beaucoup changé sur les 2 dernières décennies. Nos clients actuels qui ont 20-25 ans ne veulent pas acheter pareil que leurs parents, et leurs parents ne voulaient pas acheter pareil que leurs... C'est des familles moins nombreuses aussi, donc j'imagine que les besoins sont différents. Les appartements sont moins grands, il y a les superficies forcément rétrécissent, donc on doit s'adapter aussi à cette demande-là. Et en même temps, donc la modernité, Kitea change, etc. Et en même temps, il y a toujours cette demande qui vous est adressée de ne pas rompre complètement avec l'artisanat local, que c'est aussi ça qui fait votre force. Comment vous vous astreignez à ne pas perdre ça de vue ? On essaie toujours de nous mettre en concurrence face à l'artisanat, de dire, vous savez, dans notre métier, on appelle ça, il y a le marché moderne et le marché traditionnel. Mais pour moi, ils doivent travailler main dans la main. On travaille avec nos départements marketing pour mettre en place des capsules mettant en avant l'artisanat marocain. C'est des choses qu'on est en train de mettre en place là actuellement avec nos équipes, et on veut justement mettre le spotlight sur ces produits-là. On parle d'industrie marocaine aussi. On a été, je pense, la première ou la deuxième entreprise à avoir signé un accord avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour pouvoir accompagner les industriels marocains à se développer. Et on est très fiers de pouvoir aujourd'hui être les premiers clients de grosses lignes de production marocaines qui, grâce à nous, grâce à notre expérience, aujourd'hui exportent à l'étranger, exportent en Europe. Il y a un fournisseur, je l'ai en tête là tout de suite, qui fait du mobilier d'extérieur, qui n'avait pas de ligne de production. On l'a accompagné. On lui a même donné de l'argent pour acheter justement ces machines. Aujourd'hui, il fait 40 fois son chiffre d'affaires et il exporte dans, je pense, plus de 17 pays. Et c'est une vraie fierté. On n'a pas la vocation de devenir industriel. Nous, notre métier, c'est le retail. Je ne comprends pas les entreprises qui font les deux à la fois. Ça ne fonctionne pas sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir accompagner justement un tissu d'entrepreneurs, un tissu industriel au Maroc à se développer, à la fois pour nous accompagner, on va dire, dans notre volonté de croissance et de développement sur le Maroc, mais aussi pour pouvoir offrir des produits faits au Maroc à l'étranger. Et c'est aussi une des raisons de Kitea, et c'est pour ça que le ministère de l'Industrie et du Commerce nous a fait confiance. Et on souhaiterait que on est en train d'y arriver, on voudrait que notre sourcing local passe de 20 à 40%, et on est dans la bonne direction quelque part. Et ce faisant, vous participez à l'économie du pays, en fait. Ce qui m'amène à la question que je voulais vous poser, parce que du coup, quel regard vous portez sur l'évolution économique du pays depuis que votre aventure a commencé ? Enfin, si je dois parler de moi,
les 10 dernières années, le Maroc s'est transformé. Je revenais des États-Unis, je revenais de Chine, je revenais d'Australie. Et Casablanca, il y a 10 ans, n'est pas Casablanca d'aujourd'hui. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Il y a un travail qui est remarquable qui a été fait. Il y a une volonté d'avancer et d'aller de l'avant qui est juste extraordinaire. J'étais très critique, moi, à l'époque, en me disant ça n'avance pas suffisamment vite. Mais quand je vois tous les chantiers qui sont en train d'être mis en place, notamment l'UM6P, j'aurais rêvé en tant qu'étudiant de pouvoir aussi passer une année ou deux, on va dire, à l'UM6P et de côtoyer les professeurs que j'ai pu rencontrer ici dans votre campus. Il y a une appétence au changement et une volonté de pouvoir se développer qui est juste extraordinaire. Et je pense que la jeunesse qui a 20, 25 ans, je commence à parler comme un vieux, mais la jeunesse qui a 20, 25 ans aujourd'hui a cette chance-là de vivre une transformation que beaucoup n'ont pas connue par le passé. Donc non, moi outre le fait d'aimer son pays, j'ai vraiment l'assurance qu'on est en train d'aller dans la bonne direction et je continue à croire justement dans cette vision qui aujourd'hui est véritablement aujourd'hui, qui est portée par un petit peu tout le monde. Nombre de Marocains résidant à l'étranger sont en train de faire le pari de s'installer au Maroc. Je disais tout à l'heure, je sais plus qui, un grand monsieur est venu un jour nous voir en nous disant mais pourquoi vous investissez autant au Maroc? Prenez cet argent, investissez dans la pierre ailleurs, en Espagne, en France, ça vous apportera. Mais c'est pas ce qu'on veut en réalité. L'argent n'est qu'un moteur. Nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de marquer l'histoire du Maroc et de continuer à développer à notre échelle l'histoire de ce pays qui a tellement à donner et à montrer. Donc et d'une société qui évolue. Parce que c'est vrai que le secteur de l'ameublement, il suit, c'est le pouls d'une société qui évolue. C'est ça qui est très intéressant aussi. Je dis souvent que la maison reflète beaucoup l'identité d'une personne. Tout à fait. Et les maisons ont beaucoup évolué. Enfin, les appartements, les maisons ont beaucoup évolué au Maroc sur les 20 dernières années. Kita était la première. C'était rempli de challenges. Il fallait quelque part, j'aime pas ce terme, éduquer le client par rapport à un produit qui était nouveau. Familiariser. Mais familiariser plutôt. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Et aujourd'hui, ça continue. Les clients sont de plus en plus exigeants. Et moi, ça me fait plaisir. Je l'ai même vu moi-même. Un client aujourd'hui, si on a une demi-heure de retard pour livrer, il a raison de se plaindre. Et je le répète au quotidien. On se doit d'être toujours en avance par rapport à ce que le client recherche et les attentes de ce client-là. Et ça fait partie aujourd'hui de notre challenge au quotidien. Et c'est pour ça qu'on continue à investir au Maroc. C'est pour ça qu'on continue à ouvrir des magasins. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'argent aussi sur notre back-office. On a beaucoup structuré notre entreprise de l'autre côté du miroir pour être en mesure de pouvoir offrir aux clients des magasins qui soient adaptés et qui puissent quelque part remplir toutes les conditions qui sont les nôtres. On investit beaucoup dans tout ce qui est nouvelles technologies. Juste hier, par exemple, j'étais avec un des plus grands cabinets de la place marocaine à parler d'agents AI, à parler de copilotage avec de l'intelligence artificielle, non pas pour remplacer, mais plutôt pour améliorer notre productivité, améliorer notre façon de faire les choses et être en mesure de passer plus de temps à développer un concept plutôt qu'à d'aller chercher de l'information. Et ça, tous nos collaborateurs vous le diront, on investit beaucoup sur l'humain, on fait beaucoup de formations. Cet été, on a fait une formation sur pratiquement 400 collaborateurs chez nous pour pouvoir justement les accompagner dans cette transformation, qui puisse aussi monter en grade et évoluer au sein de l'entreprise, mais aussi sur tout ce qui est technologie, à travers des progiciels que nous donnons aujourd'hui à l'ensemble de nos collaborateurs gratuitement, pour être en mesure véritablement de pouvoir comprendre le besoin qui est toujours le même, évoluer et être en avance par rapport au marché. Et cette évolution, chez vous, elle va aussi se traduire peut-être par une introduction en bourse ? Écoutez, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui, mais ça fait partie des sujets sur la table. Beaucoup aimeraient qu'on le fasse dans 1 an ou 2, mais franchement, on n'est pas pressé à l'heure actuelle. On sait où on va. Maintenant, il y a différentes manières de pouvoir faire monter du capital, parce qu'on en aura besoin un jour pour pouvoir développer de nouveaux pays. On le disait tout à l'heure, on a l'Arabie Saoudite, par exemple, qui fait partie de ces pays sur lesquels on aimerait pouvoir nous installer. Il y a tout le Moyen-Orient qui est une région intéressante pour une entreprise comme la nôtre. On utilisera, on va dire, tout ce qui est dans nos moyens, dans notre capacité pour pouvoir le faire. Donc oui, mais quand, je ne saurais pas vous le dire. D'accord.
On approche petit à petit de la fin, cher Othman, mais je ne voudrais pas vous lâcher sans vous avoir quand même posé quelques questions. D'abord, je voudrais que vous vous projetiez dans l'avenir. Allez, disons à 1 mois, 1 an, 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme réalisation majeure ? 1 mois, 1 an, 10 ans. Dans ce métier, ce qui est incroyable, c'est que des réalisations, on en a pratiquement chaque année. Dans 1 mois, je pense à l'ouverture du Kitea géant de l'Ayoun. C'est un magasin de 5000 m² de 4e génération que nous ouvrons, au même standard que ceux qu'on a pu ouvrir sur Casablanca, Agadir, Rabat, Kenitra. L'Ayoun, c'est symbolique pour nous aussi parce qu'on a ouvert nos magasins à Tanger, à Oujda, dans le nord du Maroc, et on voulait être en mesure de pouvoir ouvrir dans le sud du Maroc une région qui est extrêmement intéressante. J'y ai passé beaucoup de temps et je sais qu'il y a un potentiel de développement qui est juste extraordinaire dans cette partie du Maroc, et on a été véritablement bien accueillis. On ouvre dans moins d'1 mois, on ouvre dans 3 semaines. Et c'est quelque part une consécration pour une entreprise extrêmement patriotique et qui croit dans son avenir et celle de son pays. Donc, première fierté, première consécration. 5000 m², donc pour une ville de combien d'habitants ? 250 000 habitants, sur un bassin d'1 million d'habitants, plus ou moins. Okay. Donc, parce qu'on y croit et on continue d'y croire. C'est juste un exemple. Il y a une dizaine d'années, quand on a ouvert le premier Kitea géant, tout le monde nous disait non. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, on y croit parce qu'on croit on croit dans nos forces et on croit dans la possibilité de pouvoir justement répondre aux besoins des Marocains et de nos clients en général. Dans 1 an, il y a l'ouverture en Côte d'Ivoire. Ah oui, vous allez me trouver des exemples pour chacun. Ah oui, formidable. L'ouverture à Abidjan sur un gros magasin de 12 000 m². Donc nouveau pays. Vous ne l'aviez pas encore, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, toujours pas. On a ouvert donc il y a 2 ans au Kenya à travers une marque qui s'appelle Furniture Palace, qui se développe extrêmement bien aussi. C'est sur un positionnement qui est différent de celui de Kitea, donc c'est aussi des choses qu'on a appris. On leur a donné beaucoup de choses, ils nous ont aussi donné des choses. Et c'est une marque qui se développe de manière remarquable. Et on a aussi la volonté d'ouvrir un Kitea là-bas. Oui, donc dans 1 an, c'est donc la Côte d'Ivoire et le Kenya quelque part. Trop bien. Et dans 10 ans ? Plus dur. Écoutez, dans 10 ans... C'est pas encore écrit, sans doute. Non, mais la vision, elle est là, elle est tracée quelque part. On a vraiment cette envie de faire en sorte que notre groupe soit multipôle. Aujourd'hui, on est spécialisé dans le retail du meuble et de la décoration, mais rien ne nous empêche de pouvoir faire de la fashion demain, de faire de la cosmétique. On a un pôle logistique qui est juste extraordinaire. On pourra s'ouvrir aussi à d'autres clients. On est très bon en e-commerce. On pourra aussi mettre en place des marketplaces dans différents pays africains. On est aussi intéressé à continuer, comme je le disais tout à l'heure, à faire des master franchises de grosses marques dans le meuble à l'international qui voudraient se développer au Maroc et en Afrique. Donc beaucoup de choses. On va dire qu'on va pas chômer. Ça, c'est certain. En tout cas, vous y voyez toujours dans 10 ans. Écoutez, c'est compliqué de répondre à la question. Mais vous aimeriez ? Enfin, je vais vous dire, le jour où je sentirai véritablement que ma plus-value ne sera plus nécessaire, à partir de là, forcément, j'essaierai de me retirer. Le but n'est pas de faire de Kitea ou du groupe Kitea une entreprise familiale. Le but, c'est d'en faire une multinationale. C'est de faire en sorte que demain, on ne connaisse pas le nom de Kitea à travers la famille Benkiran, mais plus à travers ses réalisations et son développement un peu partout dans le monde. Donc c'est véritablement, je pense, pour moi, la plus grande fierté qui serait la mienne, c'est que dans 10, 15 ans, je ne sais pas, que cette entreprise puisse être en mesure de pouvoir aller naviguer par elle-même et d'être autonome. Et que la dynamique, et surtout que la culture et que son identité reste la même. C'est ça elle va évoluer, c'est certain, mais dans le bon sens. Je comprends, et c'est très intéressant comme message que vous venez de passer, parce que finalement, beaucoup d'entreprises familiales ont du mal à passer à l'étape suivante, qui est celle de cette autonomie. Si vous deviez adresser un message à nos étudiants sur justement cette aventure entrepreneuriale, c'est difficile de résumer tout ce que vous venez de dire, mais quels conseils vous leur donneriez ? Il faut avoir de la passion dans ce qu'on fait, ne pas tricher. En réalité, c'est d'être à fond dedans. C'est de la rigueur, de la persévérance. C'est pas facile au quotidien, mais il faut pas abandonner. Si on croit dans son projet et que le business en lui-même est viable, il faut se donner à fond. Et qu'on échoue 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas de temps ce qui est le plus important. Enfin, c'est pas de temps ce qui peut bloquer, mais c'est véritablement l'envie de pouvoir réussir et de pouvoir véritablement être entouré de gens qui ont envie d'avancer avec eux. Oui, bien choisir de qui on s'entoure. Je pense que c'est le plus important. Moi, la plus grande fierté que je peux avoir aujourd'hui dans cette entreprise, c'est tout l'humain qui nous accompagne. On est plus de 1400 collaborateurs au Maroc.
Au niveau du groupe, je pense qu'on est 1700 et on va dépasser les 2000 en 2026. Et c'est vraiment de voir cette famille grandir et qu'on soit tous, on va dire, axés sur une même vision et un même sentiment d'appartenance. C'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la force de notre groupe. Othman, vous êtes extrêmement professionnel dans votre façon d'être, très concentré, très focalisé sur vos activités et tant mieux, hein, je pense que c'est ce qui fait votre réussite. C'est une chance. C'est une chance, mais en même temps, on a envie quand même d'en savoir un tout petit peu plus sur la personne derrière tout cela. Et donc, je vais vous poser quelques questions de clôture. Rassurez-vous, les réponses doivent être brèves, donc vous pourrez vous échapper assez facilement, mais... Je voudrais vous demander, dans toute cette histoire, quel moment de joie pure ou de grâce vous retenez ? Pour vous, que vous avez vécu comme cela à titre personnel, pas pour l'entreprise. Dans le milieu du travail ou personnellement ? Oui, personnellement. Franchement, c'est difficile à dire. Ma vie est profondément liée à cette entreprise. Mes joies, mais aussi mes malheurs, quelque part, sont directement... C'est peut-être même pas très bon, on va le dire. Mais sur les 10 dernières années, je me suis consacré, on va dire, à ce... Et je le fais parce que j'en ai envie et parce que j'y crois. Maintenant, des consécrations personnelles... vous savez, c'est pas tant ma personne, moi, qui m'intéresse au final. Hein. C'est plutôt de faire les choses grandir avec des gens autour de moi. Une des plus grandes consécrations que j'ai, c'est quand je me retrouve avec l'ensemble de mes collaborateurs et qu'on discute de tout et de rien, que je vois qu'on est véritablement main dans la main à discuter de sujets qui peuvent être, on va dire, en dehors du milieu du travail. Mais ce soir, j'ai un dîner avec un de mes directeurs et on parlera de tout sauf du boulot. Ça fait partie, on va dire, de cet accomplissement personnel, mais aussi professionnel, qui, pour moi, est lié quelque part. Et je pense que dans la vie d'un entrepreneur, c'est limite même une obligation. Maintenant, pour vous dire, vous le disiez tout à l'heure, j'ai 36 ans. J'espère que dans 4-5 ans, je serai en mesure de pouvoir me découvrir d'autres passions. Que ça soit toujours dans le milieu du travail, mais aussi dans le milieu personnel, enfin dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup d'idées. J'ai cette envie de continuellement apprendre. Je suis très curieux de la vie et je sais qu'au bout d'un moment, je serai attiré par d'autres choses. C'est normal. Vous avez d'ailleurs une passion. Oui. Allez, on le dit. Je vous en prie. La plongée sous-marine. Je fais un peu de plongée, enfin j'en fais même beaucoup. C'est une passion qui est née il y a plus de 15 ans. J'ai vécu pendant... Ça, c'est un moment entre parenthèses dans ma vie. J'ai vécu pendant 7 mois à l'île Maurice, où je travaillais avec un fonds là-bas, où on s'est amusé à construire des choses. Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la plongée tous les matins, 6h30, avant d'aller au travail. Et donc, je suis allé avec lui un jour et je me suis rendu compte que c'était véritablement une passion qui était née ce jour-là. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Donc, j'ai plongé un peu partout dans le monde. J'ai plongé avec les plus grands requins. J'ai plongé dans des épaves à plus de 40-50 mètres de profondeur. Et c'est vrai que c'est peut-être un moment à moi. Vu qu'on ne parle pas dans la plongée, on est concentré sur nous-mêmes. On est concentré sur ce qui nous entoure. On est dans un monde qui est différent de celui dans lequel... Enfin, on a même l'impression d'être dans une autre planète. Et c'est un petit peu comme... Mais avec un sens du danger aussi, non ? Il y en a forcément, mais c'est aussi ce qui, enfin c'est ce côté, enfin une vie sans danger, enfin non, oui, mais ça rend la chose un petit peu plus excitante quelque part à la fin. J'ai quelques anecdotes où j'ai failli même perdre la vie, hein, si vous voulez. Ah oui, bah oui. Je sais pas, j'étais en Égypte, en plein milieu en mer Rouge, je pense, et on était donc on faisait une expédition en bateau pendant 10 jours et on est allé dans une épave d'un porte-avions anglais qui avait été bombardé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L'épave était à 40 mètres de profondeur, qui avait été d'ailleurs découverte, je pense, par Cousteau. Ah oui. Ouais. Et dans cette épave, il y avait, vu que c'était un porte-avions, à l'intérieur, il y avait des tanks, il y avait des voitures des années 40, des motos, des missiles. Un musée à ciel ouvert quelque part. Faut juste, et qui était resté là Les épaves en général restent, surtout dans ces profondeurs-là. Donc j'avais mon chef de palanquée qui était égyptien, donc c'est de la personne qui nous guidait. Donc on descend à 40 mètres de profondeur, on rentre dans cette épave à travers, on va dire, là où le missile avait touché le bateau. Et donc on rentre dans l'épave et on est au niveau 1 et on descend au niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et à partir de là, il y a juste notre lampe qui nous permet de pouvoir véritablement voir ce qui se passe autour. Et là, on rentre dans cet énorme garage, cet énorme hangar, dans le bateau à 40 mètres de profondeur. Et je suis juste stupéfait. J'ai l'impression d'être dans le National Geographic. Avec les voitures. Avec les voitures. Mais c'était juste incroyable. Un retour dans le temps qui est juste extraordinaire. Franchement,
Je vous en parle et ça revient en tête, et c'est juste incroyable. Donc moi, passionné, forcément, je commence à... Et le bateau est énorme, donc je commence à rentrer, je parcours un peu le garage, et au bout d'un moment, je me retourne et je me rends compte qu'en fait, que mon équipe, on était 3 ou 4, avait disparu. Et donc je me retrouve au 4e niveau, au 4e sous-sol d'un bateau, à 40 mètres de profondeur, et j'essaie de trouver une sortie. Donc, pas paniquer, parce que je me dis, bon, allez, je vais peut-être la trouver. Et au final, je me retrouve dans une espèce de pièce sombre. Et là, je sens, et ça, franchement, je le souhaite à personne, je sens de la sueur dans mon front alors que je suis dans l'eau, une sueur chaude. Je regarde et j'ai plus que 25 minutes d'oxygène. Et là, forcément, la palpitation commence à monter. Mais je me dis, mais si je prends peur, forcément, je vais consommer plus d'oxygène. Et ça va être plus compliqué pour moi de remonter. Donc j'essaie de parcourir. Enfin, je ne sais plus ce que je fais. À un moment, je me retourne, je tape, je pense, un mur. Et j'ai donc ma lampe qui tombe. Et je la vois descendre, peut-être de 2-3 mètres. Boum, j'étais en flottabilité parfaite. Et s'éteindre. Et c'est là où je me dis, bon, allez, c'est 50-50. Là, ça va être compliqué peut-être de ressortir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, je vais tenter. Donc, je descends. Justement, j'essaie de retrouver cette lampe qui, elle, est le seul moyen pour moi de ressortir de ce bateau. Et entre-temps, je me blesse. Je sais que je me blesse, je sais que j'ai du sang. Mais je la retrouve, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, je la retrouve. Et en levant la tête, au final, je vois un petit peu de lumière naturelle. Et je me dis, c'est peut-être le seul moyen pour moi de sortir de ce bateau. C'était un espèce de tunnel qui était assez... C'est pas pour les claustrophobiques, hein, faut pas l'être. Donc je vois ce tunnel et je me dis, bon, allez, c'est le seul moyen pour toi de ressortir de ce bateau vivant. Et donc je rentre dans ce tunnel et Vous voulez dire qu'il était très étroit. Il est super étroit, super étroit. Donc je commence à pousser. Je sens que la bouteille d'oxygène bloque, mais je pousse de toutes mes forces. Ça a duré peut-être 2-3 minutes. Et là, je ressors et je vois la lumière naturelle. Je revois, on va dire, je revois l'eau, la surface quelque part. Et donc là, à partir de là, je fais mes paliers de sécurité et je remonte. Il me restait, je crois, moins d'1 minute d'oxygène en vérité. Non. Donc ça a été peut-être une des expériences les plus intenses dans ma vie. Bah, j'en garde une bonne expérience parce une belle expérience à raconter, par exemple. Oui, Et du coup, comment ça s'est passé avec votre chef de palanquée ? Pas très bien en vérité, c'est qu'en ressortant de l'eau, il a voulu... Est-ce que c'est lui qui vous a oublié ou est-ce qu'il vous en a voulu de... Il avait la responsabilité pas de nous surveiller, mais de s'assurer qu'on était derrière lui, donc c'était une erreur de sa part. Après, c'est pas que je lui ai pardonné, c'est que finalement l'erreur était là et j'ai réussi à m'en sortir, donc quelque part j'ai laissé ça derrière moi et je crois le lendemain j'avais une autre plongée sur une autre épave. Et vous y êtes retourné ? C'est le seul moyen de continuer. Eh ben dis donc. Oui, en effet. Bon, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, pas pour les claustrophobes comme moi. Mais on peut plonger à 5-10 mètres et franchement, j'encourage les gens à le faire. On parle beaucoup de yoga, c'est à la mode en ce moment, mais je pense que c'est une autre façon de faire du yoga. Et le nombre d'introspections que j'ai pu faire dans ma tête sur les 40-45 minutes de plongée que j'ai pu dans ma vie était extraordinaire. Je pense que ça fait partie de moi et c'est un sport formidable. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos parents ? Écoutez, avec le recul, je me rends compte que ce que je suis et ce que j'aspire à être, c'est beaucoup grâce à eux. J'ai eu la chance de vivre, de naître et de grandir dans une famille extrêmement ouverte qui m'a toujours donné la possibilité de faire mes choix. On m'a jamais fait de pression, on m'a jamais demandé de suivre une direction. Tous les choix que j'ai pu faire de ma vie étaient les miens. Et toutes les erreurs que j'ai pu faire n'ont jamais été véritablement, on va dire, une source de conflit avec eux. Bien au contraire, ils ont toujours été là derrière moi et ils ont insufflé en moi, on va dire, la personne que je suis. Une confiance. Et quelque part, peut-être un peu de confiance. Aussi la confiance et cette autonomie qui est la mienne à l'heure actuelle, aujourd'hui. Et je les remercie. Forcément, je les aime beaucoup. On se dit « je t'aime » dans nos familles. Beaucoup, c'est important. Et je les remercie. Donc... beaucoup de fierté et beaucoup d'amour dans cette famille. Donc on en est quelque part blessed. On est reconnaissant. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants à venir disent de vous s'ils devaient vous résumer ? Quelqu'un de profondément honnête et qui aime l'humain. Moi, je suis très curieux de l'humain, de toutes les cultures. J'aime apprendre des autres.
Je peux avoir des positions parfois tranchées, mais je suis quelqu'un qui, quelque part, aime recevoir. Je m'abreuve, on va dire, des gens. Et oui, quelqu'un de simple, quelque part, parce qu'il y a une forme de simplicité dans la personne que je suis, je pense, aujourd'hui, mais aussi quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère et quelqu'un qui n'a eu toute sa vie que la volonté d'améliorer le quotidien et la vie des gens qui l'entourent et qui l'aiment. Eh bien, écoutez, on souhaite qu'ils voient tout cela en vous. En tout cas, dans cet épisode, je crois vraiment qu'on en a eu un aperçu et je veux vous en remercier sincèrement, cher Othman. C'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Je pense que nos auditeurs en sauront beaucoup plus sur l'aventure de Kitea, mais aussi sur qui est à sa tête. Aujourd'hui, beaucoup d'honnêteté, une vision, des décisions stratégiques fortes à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le développement économique et le rayonnement du pays. Et donc, pour tout cela, merci. J'espère que ça inspirera nos étudiants. Je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode. Et puis, je terminerai comme d'habitude en vous rappelant de ne pas oublier de rêver très grand pour ne pas perdre de vue vos rêves pendant que vous les poursuivez. Merci.